Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Aujourd'hui, on plonge enfin dans le cinéma d'animation japonais pour être plus précis, avec une œuvre culte du genre, Vampire Hunter D Bloodlust, réalisé en 2000 par l'immense Yoshiaki Kawajiri, réalisateur connu pour des films comme Ninja Scroll, Wicked City, Demon City Shinjuku ou encore Animatrix pour citer les plus connus, mais limiter sa carrière à juste une poignée de films, c'est très réducteur quand on voit la multitude d'œuvres sur laquelle il a travaillé, et surtout, il fait partie des quelques créateurs du studio Madhouse, légendaire studio d'animation qui a travaillé sur des films d'animation cultes comme les films de Satoshi Kon, Perfect Blue, Paprika, c'est eux, des films de Mamoru Hosoda aussi, avant qu'il fonde son propre studio comme La Traversée du Temps ou Summer Wars. On leur doit des animés comme Death Note aussi dans la catégorie culte, ça se place tout en haut. Ace of Diamond aussi, adaptation d'un manga de baseball encore peu connu en France mais extrêmement célèbre au Japon. Enfin bref, Madhouse c'est la folie et on pourrait en parler des heures, mais on va s'intéresser ici à un seul film, Vampire Hunter D Bloodlust, qui nous plonge dans un futur lointain sur une terre où les vampires dominent l'humanité, malgré leur nombre de plus en plus réduit. C'est dans ce contexte que nous faisons la rencontre de Dee, un chasseur de vampires mi-humain, mi-vampire, qui se retrouve engagé par des humains pour retrouver la fille d'un riche aristocrate qui semble avoir été enlevé par un puissant seigneur vampire. En concurrence avec d'autres chasseurs de primes, c'est le début d'une très longue traque qui le mènera vers bien des dangers qu'on ne spoilera pas pour celles et ceux qui veulent garder un minimum de surprise. Le tout dans un monde qui mélange esthétique gothique et esthétique western. Vampire Hunter D Bloodlust, c'est la deuxième adaptation de Vampire Hunter D en film d'animation, puisque de base, c'est une série de romans à succès au Japon, encore en cours de parution, avec pas moins de 33 volumes toujours. Le premier film, Vampire Hunter D, chasseur de vampires, avait légèrement déçu l'auteur des romans, Hideyuki Kikuchi, qui lui voulait une suite plus fidèle à son œuvre. Et là, voilà. En plus d'être une adaptation, c'est aussi une tentative de fusionner les talents du milieu de l'animation japonaise et du milieu de l'animation américaine, puisque Madhouse a supervisé les productions du film à Tokyo, tandis que la post-production s'est déroulée en Californie, le tout avec une volonté de séduire aussi bien le public japonais que le public américain, chez qui le film sortira en salle en 2000, alors que nous, c'est sorti directement en DVD en décembre 2001, car malheureusement, le film est arrivé à une époque où la Japanimation commençait à peine à se faire une place dans le paysage culturel français, sans encore bénéficier d'une véritable reconnaissance en salle. C'est pile à ce moment-là que les films du studio Ghibli ont commencé à changer la donne lentement mais sûrement, sans doute au plus grand dam de Ségolène Royal. Pas de sortie donc pour notre chasseur de vampires, mais une aura culte qui n'a cessé de grandir au fil des années, puisque le film revient très souvent dans les tops des meilleurs films d'animation du genre. Il a même été célébré très récemment lors d'une grosse projection aux hallucinations collectives de Lyon. Que de bonnes raisons d'en parler donc avec une petite partie de l'équipe Jumpscare, puisque, une fois n'est pas coutume, quand on parle d'un bon film, Mylène et Lily ne viennent pas. Voilà, désolé. Et Dario nous a lâché il y a quelques heures aussi, honte à lui, c'est un plaisir que cette équipe, mais comme je l'avais dit dans l'épisode sur Hérésie, c'est pas grave, puisque mes préférés sont là aujourd'hui. Les vrais guerriers. D'un côté, nous avons Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. De l'autre côté, Amélie, programmatrice au Festival de Cinéma On vous ment. Bonsoir. Et moi-même, Romain du Bistrot de l'Horreur sur Filmo. Alors, on parlait d'On vous ment. À l'instant, On vous ment, c'est la semaine prochaine à Lyon. On le rappelle, c'est le premier festival de cinéma dédié aux documentaires et au found footage en France. Et Jumpscare y est invité pour une projection du légendaire documentaire horrifique Ghostwatch, dont on a déjà souvent parlé dans le podcast, pas la peine de le représenter. Une projection qu'on animera avec la réalisatrice Leslie Manning, qui vient au festival pour l'occasion. On espère vous y voir, ce sera le jeudi 8 mai au cinéma Le Zola à 20h30 et normalement toute l'équipe sera là. En tout cas, moi ça y est, j'ai réservé l'hôtel et une partie du trajet, donc l'avenir est en marche, officiellement. Parfait. Les 6 au même endroit, au même moment, ça va pour être la première fois. Pour la première fois, les 6. Il y aura une photo, je l'espère, en tout cas. Oui. Donc je vais découvrir Lyon, en plus, je suis jamais venu. Donc sachez, les Lyonnais qui nous écoutent, que je vais juger votre ville, mais que comme je viens de Nantes, la barre ne sera pas haute. Ça devrait le faire. Par contre, avec tout ça, ça implique qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, car on est évidemment super occupé, on est désolé. Mais du coup, venez nous voir à Lyon, si vous pouvez. Dario aura tous les stickers Jumpscare sur lui, donc allez le voir lui. Et avec le mot de passe Komodo, il vous en filera un. Pas de Komodo, pas de stickers. C'est pour sa gueule. Bref, Vampire Hunter D Bloodlust, c'est un film que
toi, Amélie, a décidé de mettre dans la programmation du podcast. Tout à fait. Pourquoi donc ? C'est mon film d'anniversaire, c'est mon tour, parce que c'est mon anniversaire c'est vrai. la semaine prochaine, donc c'est moi qui ai le droit de choisir 22 le film. ans. Oui, tout à fait, comme Lily, on est nés la même année. Non, j'ai choisi le film parce que du coup, on avait fait plusieurs films américains dernièrement, et moi, je suis celle qui dit attention, on a fait beaucoup de films américains, il faut faire autre chose. C'est moi la casse-couille du podcast. Et j'ai dit aussi, on n'a jamais fait de film d'animation, donc ce serait bien qu'on choisisse un film d'animation. Et je ne savais pas encore que Vampire Hunter D Bloodlust allait être diffusé aux Alus, donc ça a été un plaisir, on a pu le réviser en allant le voir sur grand écran, c'était incroyable. Mais surtout, je l'ai choisi parce que ce film, il réunit des trucs que j'aime bien, à savoir les vampires et l'imagerie catholique. Et c'est pas stupide parce que il y a quand même une partie du rite catholique qui consiste à boire le sang d'un mec qui est mort et ressuscité, donc pour moi quand même c'est assez proche du vampirisme, bon, si vous voulez mon avis. Mais du coup en fait c'est pour ça que j'ai choisi ce film, et parce que en plus il est très très beau, mais on va certainement y revenir plus tard sur la beauté de l'animation et des décors de ce film qui est absolument somptueuse. Donc, il y a quelque chose de très intéressant dans Vampire Hunter D, c'est que c'est une coproduction américano-japonaise, et ça se sent dans le film, qui en fait va mêler plusieurs influences, des influences on va dire occidentales et des influences japonaises. Par exemple, en fait, il n'y a pas vraiment de figure du vampire dans la tradition et dans le folklore japonais. Ils ont bien des yokai qui ressemblent à ça, notamment Nukekubi, qui est une sorte de tête volante qui est un yokai qui suce le sang des gens. Ou sinon, la légende du chat vampire de Nabeshima, qui est un gars qui se transforme en chat noir pour sucer le sang de sa fiancée. Mais ils n'ont pas vraiment le vampire comme nous, on l'entend. Ça, c'est vraiment quelque chose de très européen à la base, parce que c'est des traditions et des folklores plutôt effectivement d'Europe de l'Est, mais pas seulement, en fait ça mélange beaucoup de légendes. Et le vampire, on va dire dans sa forme actuelle comme on le connaît, c'est-à-dire grand, beau gosse, mystérieux, sexuel, il arrive au 19e siècle avec l'histoire, donc Le Vampire de John Polidori, mais surtout, et bien sûr, Dracula de Bram Stoker en 1897, qui va vraiment forger et créer l'image du vampire comme on la connaît. Mais du coup, c'est une imagerie qui n'existe pas vraiment dans la tradition japonaise, même si aujourd'hui, il y a énormément d'œuvres dans le manga, bien sûr, dans les films qui reprennent cette image du vampire, parce que les traditions et les mythes, bien sûr, voyagent. Le personnage de Dee est un personnage intéressant parce qu'il est hybride. Il est donc à la fois c'est un dampire, donc il est à moitié humain, à moitié vampire. Et désolé, petit spoiler, il est pas il est à moitié vampire, mais apparemment son ancêtre c'est quand même Dracula lui-même. Voilà, donc il descend pas de n'importe qui. Il a quand même une aristocratie, une histoire aristocrate, quoi. Et du coup, cette hybridité, on va dire Japon-Occident, elle est aussi au cœur de ce personnage, parce que en plus d'être un vampire, Dee, c'est avant tout un Ronin. Alors je dis Ronin, il y en a qui disent Ronin, mais bon, moi je dis Ronin, voilà. Puisqu'il a toutes les caractéristiques du Ronin. Donc je rappelle, le Ronin, c'est un samouraï sans maître, sans clan, un samouraï errant, qui est très très important dans la culture japonaise, très important dans le cinéma japonais, dans le Shambara bien sûr. On peut penser bien sûr à Satoichi, le masseur aveugle, qui est un Ronin, à Ogami Itto dans toute la saga des Baby Cart, mais en fait dans, on va dire, les 7 samouraïs, en fait c'est des Ronin aussi. Mais surtout Miyamoto Musashi, qui est un personnage qui a vraiment existé, qui est un personnage du XVIIe siècle, mais qui est devenu un petit peu légendaire avec le roman de Eiji Yoshikawa en 1935, donc qui retrace toute l'histoire de Miyamoto Musashi dans 2 volumes, La pierre et le sabre et La parfaite lumière. Je les ai lus quand j'étais adolescente et je vous incite à faire de même si c'est un sacré pavé. Et donc voilà, ce personnage de Musashi, il va former comme ça la figure du Ronin, qui est un personnage paria, sans clan, sans classe, un samouraï sans maître, qui est en errance, qui vend ses services pour être un mercenaire. Il est un peu entre le bandit, le sans-abri et aussi le chevalier, parce qu'il a quand même une sorte de code d'honneur.
Et souvent, le Ronin, c'est quelqu'un qui suit ses propres idéaux, qui n'a pas d'allégeance autre que envers lui-même. Et donc, il loue comme ça son sabre pour exécuter des missions, avec toujours la promesse de ne pas s'impliquer, mais il finit toujours par s'impliquer. C'est-à-dire que même s'il essaye de ne pas s'en mêler et qu'il est là, en gros, juste pour faire le taf, dans la plupart des histoires de Ronin, il finit quand même par sauver la veuve et l'orphelin, par rétablir la justice et par se mêler à ce conflit dans lequel il n'est censé être qu'une arme. C'est Mad Max. Je vous envoie d'ailleurs à la vidéo de Bolshevik sur The Witcher, qui est tout à fait sur cet archétype de personnage de le mercenaire qui ne doit pas s'en mêler et qui finit toujours par s'en mêler. Et en fait, Dee, il est exactement comme ça. C'est-à-dire que c'est un personnage courageux, très droit, qui est juste, qui est toujours juste. C'est-à-dire qu'il va aider, par exemple, Leila, il va la sauver alors qu'elle est engagée en tant que mercenaire sur la même mission que lui, parce que Dee donc poursuit dans le film, Dee poursuit un vampire qui a enlevé une jeune fille, mais la famille de cette jeune fille a engagé une autre troupe de mercenaires. En gros, c'est le premier qui rattrape le vampire gagne la prime. Et quand Leila se trouve en difficulté, même si en fait c'est sa concurrente, Dee, il va quand même l'aider et la sauver. Mais pourtant, il n'y a pas vraiment de romance. Dee est un personnage très asexuel, ce qui est étonnant pour un vampire, parce que d'habitude, le vampire, ça a quand même une certaine sensualité. Et même s'il est très très beau, et tout le monde lui dit qu'il est très beau, les hommes comme les femmes d'ailleurs, Dee, il s'en fout. Il n'est pas là pour ça, lui il est là pour buter des vampires, il n'est pas là pour faire des bisous. Et en fait... c'est un personnage qui, du coup, dans son attitude, est presque typiquement japonais, parce que le chasseur de vampires dans Dracula, c'est Van Helsing, c'est-à-dire un vieux scientifique un peu foufou qui part comme ça dans une calèche pour poursuivre Dracula jusqu'au fin fond de la Transylvanie. Dit, il est pas du tout comme ça. Déjà, il bosse en solo, il a pas d'amis et il est pas, on va dire, il est pas aussi exalté et exubérant que Van Helsing. Et c'est un personnage comme ça, donc qui n'est ni humain ni vampire, ni européen, ni japonais, ni américain. Et d'ailleurs, le film en lui-même, on ne saurait pas vraiment donner ni de pays, ni d'époque, ni même de planète, parce qu'il y a un côté, on ne l'a pas dit encore, mais il y a un côté SF. On est Totalement. Sur une planète où il y a des créatures comme ça, des grandes raies qui volent dans le ciel. Dans le premier, il y a beaucoup plus de petites créatures comme ça qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et en même temps, on a une architecture très européenne, avec des églises, des châteaux, des croix. Il y a même des ruines un peu grecques ou romaines. Et d'un autre côté, on a des personnages, les barbarois, qui sont clairement des yokai. En fait, c'est une troupe qui vit un petit peu en dehors de la ville et qui est comme ça une troupe de personnages qui ont des pouvoirs, qui sont très bariolés, un peu monstrueux. Et ça, c'est clairement en fait une horde de yokai. Et le film mêle comme ça des esthétiques européennes et japonaise. Il fait appel à des personnages de la littérature européenne. Bien sûr, on pense à Carmilla, la vampire féminine, qui est en fait issue d'un conte irlandais de 1872. Dracula est explicitement mentionné. Voilà, on a comme ça, on brasse des cultures et en fait, on brasse des genres et des styles au sein du même film, ce qui en fait une œuvre hyper complète, hyper riche. Il y a des esthétiques qui viennent de partout et qui se mélangent comme ça. Et Dee est au centre de ce truc-là. Et d'ailleurs, il y a un truc je parlais de l'esthétique catholique parce que vraiment, vous aurez des croix de partout. Il y a même des superbes scènes dans un cimetière. L'apparition de Dee... Dee qui apparaît devant la lune sur son cheval cabré avec sa cape qui lui fait des ailes, mais magnifique. Ça, ce plan, il est sublime. D'ailleurs, ça devrait être... Enfin, moi, je trouve que c'est un peu dommage que ce soit pas la première apparition de Dee dans le film parce qu'elle est iconique, cette apparition. Ça aurait été fou, ouais. C'est pas pour rien que c'est l'affiche, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Elle est sublime et ça se passe dans un cimetière. Donc, en fait, même dans les villages, il y a des croix sur toutes les maisons. Et en fait, comme on sait que c'est un peu post-apo et que les vampires ont pris, en gros, le contrôle du monde, donc c'est l'aristocratie des vampires qui dirige le monde et qui a servi un peu les populations locales en les transformant en vampires. Le fait qu'il y ait des croix de partout, c'est un petit peu... Le vampire, il est représentatif de la superstition, souvent. Dans Dracula, c'est le cas, d'ailleurs. Souvent, le mythe du vampire, c'est la lutte de la science contre la superstition. Et on pourrait se dire comme ça que cette présence très religieuse, ce serait soit pour se protéger des vampires, soit, effectivement, on s'en remet
on s'en remet à la foi, on s'en remet à l'église pour être sauvé. Mais en même temps, il y a un truc qui est hyper scientifique dans le film, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde post-apo où il y a des technologies que nous n'avons pas. Donc, ils ont des chevaux un peu mécaniques. Et à la fin, voilà, je vais tout petit peu spoiler, mais il y a une fusée, une super fusée qui est un peu steampunk, qui part dans l'espace et qui, en fait, est le moyen pour les vampires de s'en sortir. Donc, en fait, là, c'est un peu, on inverse le truc, c'est les vampires qui, grâce à la science, arrivent à s'échapper et à s'en sortir, ce qui est une inversion totale en fait du mythe du vampire de Dracula par exemple. Et du coup, je trouve que le film est super intéressant parce qu'il va chercher plein de trucs, de la SF, un peu de western, un peu de... En plus, c'est Fury Road avec des vampires, excusez-moi, mais c'est exactement ça, quoi. C'est un trajet en calèche avec des mercenaires qui les poursuivent et ça finit dans un grand château et tout ça. Et je trouve le film, vraiment, il a une touche très onirique, très poétique. Il y a des passages d'action vraiment très intéressants, comme par exemple quand les mercenaires ils tuent plein de vampires là, dans le cimetière la nuit. Mais cette scène, pareil, elle est folle. Il y a des flèches de partout. Autre truc du Ronin, c'est qu'il a pas il a une épée, mais c'est un sabre en fait. C'est clairement un katana qu'il a dans le dos, cette épée arquée un peu comme ça, même si elle a une garde d'épée, on va dire européenne. Elle a une gueule de katana, quoi. Et en fait, il y a des scènes d'action hyper fortes, des courses-poursuites, des trucs comme ça. Et il y a des moments hyper posés, très poétiques, avec les personnages qui sont dans des décors très naturels dehors. Il y a des jolis petits lacs, des petites fleurs et tout. Il y a un truc un peu bucolique qui n'est pas souvent vu dans les films de vampires. Et du coup, moi, je trouve que le mélange de tout ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce film. C'est un très beau tunnel. Je complète même ce que tu disais sur le fait que le film était vraiment fait pour plaire au public américain. Ils ont fait les voix anglaises avant de faire les voix japonaises. Alors, aux Alus, on l'a vu en japonais, mais effectivement, ils nous ont dit qu'il y avait 2 doublages originaux, en fait. Un doublage en anglais et un doublage en japonais. Ce qui est très rare pour des animés. Pour compléter ce que tu dis sur la beauté du film, qui est en effet ce qui te frappe en premier quand tu le vois, quand je l'ai vu, parce que moi j'ai découvert pour le podcast, je connaissais le machin de réputation, mais je n'avais pas eu le temps de le voir, j'ai un peu fouiné sur les noms des gens qui ont bossé dessus. C'est Madhouse derrière, donc il y a forcément des gros psychopathes. Le directeur artistique du film, Yuji Ikehata, son CV, tu arrives sur IMDb, tu vois 4 films, toujours. Tu vois Vampire Hunter D Bloodlust, directeur artistique, tu vois Metropolis, voilà, donc ça se place déjà bien. Kiki la petite sorcière, équipe d'animation aussi, et un certain Akira, voilà. Oui. Voilà les muscles qui étaient derrière ce film. De toute façon, l'animation du film, enfin de Vampire Hunter D, elle est parfaite, quoi. Les mouvements des personnages, les reflets sur les armures, les reflets sur les armes, ça brille, c'est... Enfin, il y a de la matière, on y croit à cette matière et vraiment, les mouvements des personnages sont hyper fluides, hyper beaux. Effectivement, on voit qu'il y a eu du budget et qu'ils l'ont mis au bon endroit, quoi. Le film, il est superbe. Ils ont clairement pris le temps pour le faire. Surtout qu'en plus, au début des années 2000, c'est là où l'image de synthèse commence un petit peu à se démocratiser dans tout ce qui va être animation japonaise. Et parfois, ça donne des trucs très très cracra, mais là, c'est utilisé avec une certaine élégance, je trouve. C'est jamais moche, vraiment. Alors que c'est typiquement ce genre de choses qui peut vraiment te foirer un plan avec une 2D incroyable, quoi, malheureusement. La même année que Vampire Hunter D, il y a Blood, The Last Vampire, qui lui, en fait, mélange 2D et 3D, et même si je trouve ça tient encore la route, il y a 2-3 plans dans le film qui sentent l'image de synthèse début 2000, quoi. Un truc encore un petit peu hésitant. Et même si le film est très beau et aussi reconnu comme tel, si on les met côte à côte, je trouve qu'aujourd'hui Vampire Hunter D vieillit bien mieux que l'autre film qui, paradoxalement, contient plus d'images de synthèse. Oui, totalement d'accord. Et toi, Mathieu, dis-nous tout, du coup. Vampire Hunter D Bloodlust. Vampire Hunter D, c'est un film que j'ai longtemps tourné autour parce que j'ai mis très longtemps à l'associer à son réalisateur. Et son réalisateur, je l'avais découvert quand j'étais gamin via cette fameuse collection de VHS qui était, je crois, la collection manga vidéo, où dans le lot, il y avait Wicked City. Donc c'était la cité interdite et actuellement on peut le voir, je crois, sur Shadows. Et quand tu regardes ça en tant qu'ado, tu te prends une petite claque parce que le film il est quand même assez vénère et très très beau esthétiquement.
Et un petit peu plus tard, je me suis de nouveau confronté à ce réalisateur sans savoir encore une fois que c'était lui, via un film que je recommande vraiment à tout le monde, qui est un film qui s'appelle Mani Mani, qui est une espèce de film à sketch, et dans lequel il réalise le segment central. Juste avant, il y a un très beau court-métrage réalisé par Intaro, donc le gars qui fera plus tard Metropolis, que tu as mentionné tout à l'heure, Romain, qui est un des plus beaux courts-métrages que j'ai vu de ma vie. Enfin, visuellement, c'est à tomber par terre. Et le troisième et dernier, c'est Katsuhiro Otomo, donc futur réalisateur de Akira, où là encore, c'est une dinguerie. Mais le segment central, qui est pas forcément le plus intéressant, c'est de mémoire, c'est une espèce de course de voiture, où les mecs tournent en rond jusqu'à mourir, quoi. Mais par contre, esthétiquement, c'est quand même très bien foutu, et il y a une espèce de colère, il y a une espèce de rage en fait sous-jacente dans ce court-métrage qui moi m'avait pas mal marqué. Et quand il a fallu enfin que je regarde Vampire Hunter D, c'est là où j'ai percuté qu'en fait c'était le même mec, et qu'il y avait aussi des trucs en fait visuels qui étaient facilement reconnaissables et qui revenaient en fait d'un film à un autre. Le côté sombre, cette espèce de lumière un peu bleutée qu'on retrouve souvent, et des personnages qui déroulent, qui souffrent et qui hurlent pendant qu'ils mordent, avec la bouche qui se déforme là. Bref, voilà, c'est encore une fois, j'ai mis longtemps à me confronter à ce réalisateur, mais pour l'instant, tout ce que j'ai vu ou presque, c'est carton plein, quoi. Mais pour ce qui est de Vampire Hunter D, moi je l'ai enfin découvert aux Alus, donc sur grand écran, et c'était une immense claque, quoi. Après, au-delà du côté vraiment claque esthétique du truc et le fait que je suis ressorti de cette séance limite en transe, ce qui m'intéresse principalement, je pense, avec Vampire Hunter D Bloodlust, c'est ce que vous avez mentionné un petit peu avant, c'est-à-dire cette espèce de côté film hybride qui mélange énormément de choses au sein d'un simple film de vampire. C'est à la fois de la SF, en l'occurrence du post-apo, c'est aussi un western, et c'est aussi une histoire de vampire extrêmement classique, puisque, de base, l'inspiration première de Vampire Hunter D Bloodlust, c'est un film de la Hammer. En l'occurrence, un film qui s'appelle Captain Chronos, qui date de 1974, et quand on regarde un petit peu l'histoire de la Hammer, on voit qu'à partir des années 70, elle a tenté pas mal de percer en fait dans d'autres pays pour tenter justement des espèces de mélanges, de crossover. L'un des plus connus, c'est La Légende des 7 Vampires d'Or. Il y a une très bonne vidéo sur YouTube d'ailleurs à ce sujet. Mais en fait, les gens qui sont derrière Vampire Hunter D, sont des fans de Capitaine Chronos, et les gens qui ont fait Castlevania sont des fans de Vampire Hunter D. Donc en fait, à chaque fois, il y a un truc qui va en inspirer un autre, et cette histoire de vampire qui apparemment n'avait pas grand-chose à faire au Japon, parce que quand on pense histoire de vampire, on pense pas forcément histoire de vampire japonais, histoire de vampire japonaise. Moi, je trouve ça vraiment cool. Et après, ce qui m'intéressait aussi dans le film, c'est justement cette espèce de mélange avec d'un côté le post-apo et de l'autre côté en fait le western. Alors, le vampire et le post-apo, c'est pas nouveau. Il y a juste à se rappeler l'existence de Je suis une légende, que ce soit le film avec Vincent Price ou même La Merde avec Will Smith. Ça tombe un petit peu sous le sens, en fait, le fait qu'il y ait des créatures qui cherchent à te bouffer une fois que le monde s'est écroulé. Voilà. Mais après, pour ce qui est du western, là, c'est peut-être un petit peu plus surprenant. Mais encore une fois, c'est pas non plus, enfin, ça vient pas de nulle part. Le vampire et le western, c'est quelque chose en fait qui date apparemment de plusieurs décennies en arrière, parce que si on creuse un petit peu, on peut remonter jusqu'en 1959 avec un film américain qui s'appelle Dans les griffes du vampire. Petite dizaine d'années plus tard, peut-être un peu moins, il y a un film qui s'appelle Billy the Kid contre Dracula, c'est un vrai film. Mais voilà, on avait déjà cette espèce de mélange entre deux genres qui a priori ne sont pas faits pour se rencontrer. Et si on va un petit peu avant Vampire Hunter D Bloodlust, donc dans la fin des années 90, on a coup sur coup Une nuit en enfer de Robert Rodriguez en 96, et 2 ans plus tard Vampire, le bien nommé, de Carpenter en 98, qui procédait déjà à cette espèce de mélange. Et quand on regarde un petit peu Vampire Hunter D Bloodlust sous cet angle, on se rend compte en fait qu'on est quasiment devant un western du début à la fin. Une des premières apparitions, peut-être même la première apparition de Dee, c'est exactement un personnage de western. On le voit à l'horizon avec cette espèce de déformation d'image en fait liée à la chaleur. Enfin, on a l'impression d'être dans Il était une fois dans l'Est, quoi. Quand il arrive justement dans cette ville, il y a un truc qui fait qu'on sait que derrière lui en fait il traîne un lourd passé, comme
comme le pistolero sans nom en fait dans les films de Sergio Leone, comme en tout cas on suppose, comme Django dans le film du même nom. Enfin vraiment c'est une figure vraiment c'est une figure de western quoi. Un des premiers trucs qu'il fait quand il arrive dans la ville, c'est aller dans un saloon qui est rempli de gens en train de jouer aux cartes. Après il y a une attaque de diligence. Enfin bref, c'est vraiment du western pur et dur. Mais avec ce truc de film hybride où d'un seul coup après tu vas te retrouver avec une fusée comme disait Amélie et tu es sur un truc de post-apo où ils partent sur une autre planète. Enfin, j'ai vraiment adoré cette espèce de côté complètement foutraque mais en même temps extrêmement bien fait, extrêmement bien structuré, avec un mélange de genres où t'as pas forcément où tu te dis pas forcément tiens ça va tenir pendant 1h40 quoi, alors qu'en vrai c'est le cas. Et le truc c'est que encore une fois, ce machin va inspirer d'autres personnes. En premier lieu, Guillermo del Toro, qui va bien puiser dans ce film, que ce soit pour Blade 2, via une des séquences les plus folles visuellement de son film à lui, et une des très belles séquences aussi de Vampire Hunter D Bloodlust, mais surtout dans Crimson Peak. Il y a un truc qui m'a frappé quand je l'ai vu, c'est que cette espèce de monstre rouge, qui est un des meilleurs trucs du film de Del Toro, parce qu'en vrai je trouve pas forcément que ce soit un de ses meilleurs, mais il y a au moins cette idée-là. Ça provient encore une fois de ce film-là, avec vers la fin un plan très, très précis, très bref en plus, mais qui est vraiment magnifique esthétiquement, qui lui a forcément tapé dans l'œil. Donc voilà, encore une fois, je suis pas un grand spécialiste de l'animation japonaise, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais ça a été un énorme coup de cœur quoi. Il y a un petit Mexican standoff, on dit un Mexican standoff. Quand Dee va chercher un cheval et que les villageois ils viennent le chercher, et que tu sais le gars qui vend les chevaux il est là, il nettoie son arme et il raconte qu'en fait quand il était jeune il y a des gamins qui ont été capturés par des vampires et qu'il y a un gars qui les a sauvés, et là il sort limite un bazooka et il tient tout le monde en joue et il dit bah ce gars qui m'a sauvé c'est ce gars là, donc vous allez le laisser partir avec son cheval. Ça c'est vraiment une scène mais de western pareil, tu vois, où c'est vrai. Ils sont tous à se tenir en joue avec des flingues. Dee, il bouge pas d'ailleurs, il ferme sa gueule. Et il finit par partir avec son cheval noir comme ça à la poursuite du vampire. Ça, c'est clairement un truc très western, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il rend hommage en fait aux vieux western et en même temps à des trucs qui sont beaucoup plus actuels. Il y a une scène en fait qui renvoie explicitement à un film de vampire sorti très peu de temps avant, qui est le Dracula de Francis Ford Coppola, où tu vois, je crois de mémoire, en fait, un couple en train de danser avec une espèce de je crois que c'est un travelling circulaire, enfin bref, et des bougies en fait qui passent devant, derrière, qui sont au premier plan. Et ça, tu as exactement le même plan dans tu peux pas louper la ref. Dans le film de Coppola, quoi. Donc c'est une espèce de mélange entre des vieux trucs et des trucs récents. Ça dépoussière le mythe du vampire tout en étant extrêmement respectueux de ce que c'était à la base, c'est-à-dire un truc gothique avec une histoire d'amour, un personnage tragique et pas du tout oui, des chauves-souris, et pas du tout du western ou du post-apo. Mais voilà, c'est vraiment cette espèce de côté hybride qui fait que le film est absolument génial, quoi. Sans même parler du côté technique. Hybride sans jamais que tu sentes qu'il y ait trop d'inspiration ou trop de références. Ça, c'est un piège qui peut arriver, ce genre de film qui tente plusieurs genres, sous-genres, inspirations. Des fois, tu peux sentir que c'est trop ou mal dosé. Et là, c'est fait avec une sorte d'équilibre rare, très rare. Mais ils sont très forts là-dessus, je trouve, les Japonais, en termes d'animation. La plupart des films qui me viennent en tête, des Akira, des Ghost in the Shell, ça, c'est toujours extrêmement riche en termes d'inspiration, mais pourtant, ils dosent ça avec une sorte de dextérité. Je peux pas rajouter plus que vous. Moi, j'ai adoré du début à la fin, clairement. Mais moi, j'ai pas eu d'axe de fou en mode le western ou c'est un Ronin et tout. Moi, j'étais en mode putain, j'adore le Japon. Voilà. Non. C'était un angle mort de ma culture ciné, de Japanimation surtout, puisque le film est sorti en DVD, mais j'ai pas trouvé de Blu-ray, donc je pense qu'il est pas ressorti chez nous en fait. Il y a eu des éditions collector à droite à gauche, des ressorties dans d'autres pays, mais parmi nous, il est pas si trouvable que ça, au final, à part d'occasion. Après, pour info, la version qu'on a vue aux hallucinations collectives, c'était une restauration 4K. Qui date de cette année, je crois, donc c'est pas impossible qu'un petit peu plus tard, donc, ça arrive. Y ait des choses qui se passent, quoi. Cool, garde à l'œil ouvert du coup. Mais comme il était pas sous mes yeux, ce film, je connaissais de réputation, mais je l'ai pas cherché. Et là, grâce à toi, Amélie, j'ai enfin eu l'occasion de m'y mettre et putain, quel kiff, quoi. Je l'ai vu 2 fois, une fois il y a une semaine, une fois tout à l'heure. Putain, y a pas un plan qui a acheté, quoi. Le film peut pas s'empêcher de lâcher des fonds d'écran tout le temps. Et même sur des trucs très basiques, sur des codes du genre, dit
pète la classe. Ouais. En termes de protagoniste, très basiquement, hein, mais putain. Oui, alors qu'il est basique comme personnage, tu vois. Il est là avec un manteau, un chapeau, mais c'est vrai qu'il pète la classe tout le temps, quoi. Ah ouais, moi à la fin du film, j'étais prêt à acheter les bouquins, quoi. Genre, ils m'ont eu, tu vois. Et c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais on a dit que c'est une suite, mais ça reste très accessible si vous avez pas vu l'original. Oui. Bon, ça faut le dire pour ceux qui vont aller le voir. L'original est sympa aussi, de ce que j'ai pu comprendre. Ouais, il est pas mal, hein, mais c'est pas le même rythme. C'est un peu plus lent et c'est beaucoup plus classique comme histoire. L'animation est très belle, il y a des très beaux décors et tout, mais tu sens qu'il n'y a pas le même budget non plus, je pense. C'est plus basique, on va dire. Il y a moins de... C'est moins... ça t'en jette moins au visage à chaque plan, mais franchement, le premier, il est sympa aussi. Hein. Je l'ai regardé, je me suis pas ennuyée. Cool. Je vais le rattraper après le podcast, je pense, pour ma culture. Mais moi, voilà, je crie... allez-y, vraiment. T'as très bien résumé, hein, Mad Max Fury Road avec des vampires. Je vois pas comment on peut mieux résumer un film. Il y a tout. Tout est là. Ah, donc pour regarder Urotsuki Doji, il y a du monde, monsieur Romain, mais vous aviez pas vu Vampire Hunter D. Ça se joue à 2-3 tentacules près. C'est pas grand-chose. Donc, on avait débattu un peu en off tout à l'heure sur les films d'animation japonais horrifiques qu'on aime et qu'on aimerait bien aussi conseiller, puisque quand moi j'ai regardé le film, je me suis dit... C'est peut-être une bonne porte d'entrée sur l'animation horrifique japonaise. Du coup, est-ce qu'il y a des films que vous voulez conseiller un peu à l'audience ? Du coup, je vais me permettre de conseiller du coup le film dont a parlé Mathieu tout à l'heure, donc Blood, The Last Vampire, qui a des points communs avec Vampire Hunter D. C'est-à-dire que, bon, là, c'est une chasseuse de vampires, mais elle a un peu un caractère un peu similaire, genre elle parle pas trop, elle est là pour faire le taf. On sous-entend que c'est elle aussi une vampire, en tout cas une vampire hybride ou une descendante d'une grande famille de vampires, mais elle aussi, elle est pas tout à fait humaine, quoi. Et le film se passe, du coup, c'est un moyen-métrage d'une 40aine de minutes. Je crois qu'il y a une version live action, mais je ne l'ai pas vue. Donc c'est un film d'une 40aine de minutes qui se passe sur une base américaine au Japon avant la guerre du Vietnam. Et du coup, il y a encore, une fois, un truc entre l'Amérique et le Japon qui se trouve dans le même film, quoi. Il y a un film de vampire. Là, on peut un peu se demander quel est le message politique là-dedans. En tout cas, parce que les vampires apparaissent sur la base japonaise et dans la base américaine, pardon, et autour de la base américaine. Qu'est-ce que ça dit ? Voilà, je ne vais pas me lancer dans une grande analyse. Tiens. Et par contre, on est sur des vampires très très différents de ceux de Vampire Hunter D, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'antagoniste, entre guillemets, mais le vampire qui est poursuivi par D dans Vampire Hunter D, ça reste un vampire très classique. Il est giga bien sapé, il est très très beau, il fait tomber les filles dans ses bras, il danse la valse et il a un château. Alors que dans Blood, on est vraiment sur des créatures terrifiantes, quoi, des créatures monstrueuses. On a des petites filles, des collégiennes, lycéennes qui se transforment en bêtes dégueulasses avec des grandes ailes et des grandes dents et qui poussent des grognements terrifiants, quoi. Et d'ailleurs, le film est plus sanglant que Vampire Hunter D. Là, on est quand même sur une écolière avec un sabre qui découpe du vampire comme ça, en veux-tu, en voilà. Plus sanglant, un petit peu plus gore. Pas la même esthétique, mais très joli aussi. Donc voilà, moi, c'est celui-ci que je conseillerais si vous avez envie de voir un autre film de vampire de la même époque en animation japonaise. Très bien. Du coup, Romain, qu'est-ce que tu conseilles, toi, comme film ? Moi, j'ai fait une petite Urotsuki Doji ? Alors non, justement, pas comme porte d'entrée, ou alors vous êtes audacieux. En fait, je me suis lancé le débat moi-même tout à l'heure en mode si je voulais m'intéresser au cinéma d'animation horrifique japonais, par quoi je devrais commencer ? Et en fait, je me suis auto-pris la tête, comme un grand garçon. J'ai plusieurs rêves qui me viennent. Je pense que la bonne porte d'entrée, c'est souvent des trucs qui ne sont pas 100% horrifiques, mais qui ont des éléments horrifiques plus ou moins prononcés. Je pense à l'Attaque des Titans, qui est extrêmement connu, mais qui est en fait très très horrifique. Je sais pas si vous avez vu l'animé. J'ai regardé la première saison, je crois, et après, j'ai du mal à regarder les séries. Je regarde pas de séries. Le seul truc que j'ai vraiment regardé, c'est Samurai Champloo. Oui, bon. Plusieurs fois. Autre ambiance. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas l'Attaque des Titans, c'est dans un monde où des titans, des gens qui font 20 mètres de haut, ont envahi la planète et mangent les humains. Donc les humains sont réfugiés dans des grandes villes avec des grands murs pour se protéger. Et on démarre là, dans ce contexte-là, et ça part très très loin, justement, avec une résistance qui veut... qui lutte contre les titans qui veulent attaquer la ville sans arrêt, etc. Il y a vraiment des
pour un shonen, des visions horrifiques assez terrifiantes, de gens qui se font manger et déchiqueter. Il y a même un live action par Shinji Higuchi qui a fait Shin Godzilla, qui est aussi terrifiant pour d'autres raisons, parce que c'est vraiment pas ouf. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont vraiment choqué quand je les regardais, quoi. Comme c'est vendu pour un public adolescent, je me suis dit, bah c'est cool, c'est un shonen et tout. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Il y a vraiment des thèmes très sombres, et plus t'avances dans les saisons, plus c'est dark. Pas forcément un animé horrifique, mais il y a beaucoup de body horror dedans. On peut pas ne pas citer Akira, qui a des moments vraiment crado, dégueulasses. Notamment une métamorphose à un moment qui est immonde, mais qui est magnifique aussi, paradoxalement. Et mon petit kiff, c'est un film d'animation qui s'appelle Lily Cat, sorti en 87 par Isayuki Toriumi. C'est un film d'animation qui mélange tout simplement Alien et The Thing sur un vaisseau spatial, sans aucune originalité en plus. Ils sont vraiment dit, qu'est-ce qui marche ces temps-ci, les mecs? Alien et The Thing, on le prend, on le mélange, blender, et on y va. Avec le type d'animation des années 80, donc c'est un peu rigide, un peu vintage, c'est un petit charme maintenant, avec là aussi des transformations du body horror dégueulasse tout le long, et un chat tentaculaire qui attaque des gens. Enfin voilà. Je vous le conseille, il est pas très facile à trouver, mais il est vraiment très cool. Et voilà, je me suis limité à ça, sinon j'aurais pu aller bien plus loin. Il y a des adaptations animées de Junji Ito ou... Junji Ito... Alors, en animation, c'est compliqué. La dernière, on avait tous passé nos espoirs dedans, c'était Spiral, et ça avait de la gueule. Et le premier épisode, il est fabuleux, et en fait, tout le budget de l'animation est parti dedans, dans cet épisode. Donc les 3 suivants étaient catastrophiques. C'est souvent un peu décevant. Mais pareil pour cette adaptation en live action à Junji Ito. C'est vraiment un truc fait pour le manga, selon moi. En tout cas, j'ai pas vu l'adaptation animée qui m'a convaincu. C'est un bon sujet d'épisode, ça, d'ailleurs. Et je vais passer la parole à Mathieu. Alors moi, il y en aurait plusieurs, pas forcément très recommandables, mais voilà, pour les aventuriers, vous pouvez tenter. En 1998, il y a une espèce de film très étrange. Alors après, j'ai l'impression que c'est une espèce de mélange entre plusieurs trucs, qui s'appelle Quitté. Voilà, 1998. Si vous aimez les gens qui se font shooter à bout portant, qui se vomissent dessus, c'est ce film-là qu'il faut voir. Peut-être plus classique, plus connu aussi, il y a un film qui s'appelle Midori, où là, par contre, on est à 100% dans de l'Eroguro. C'est même une espèce de... C'est pas de truc fondateur, mais c'est un des plus connus du genre. Rotsuki Doji aussi, qu'on a cité pas mal de fois. Et bon, c'est déjà une bonne porte d'entrée, je pense. Tu peux définir quand même ce que c'est que l'Eroguro pour les auditeurs ? L'Eroguro, c'est le mélange entre de l'érotisme et du grotesque et du gore. C'est très japonais, c'est très difficile en fait à définir. Mais c'est une espèce de grotesque sanglant et avec un petit côté cul par-dessus. C'est souvent des trucs liés en fait au body horror, à la déformation du corps. Voilà, enfin c'est assez compliqué à définir. C'est très crade pour le coup. Peut-être le placer, c'est pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué dans Vampire Hunter D, c'est que c'est peut-être expliqué dans les romans, mais en tout cas dans les films, il n'y a absolument aucune explication là-dessus. Il a un parasite dans la main. Oui, c'est vrai. Qui lui parle. Du coup, ça m'a fait penser à Parasite, justement, où le héros a un extraterrestre qui a pris possession de sa main droite, et du coup, il a une petite bouche et des petits yeux, et il lui parle comme ça. Et Vampire Hunter D, il y a un peu ça, c'est que le parasite dans sa main lui sauve la mise 1 ou 2 fois et lui dit mais pourquoi tu fais ça, t'es complètement con, mais tu devrais pas aller là, mais pourquoi tu la sauves. Et c'est jamais expliqué pourquoi il a ça, d'où ça vient et d'où ça sort, mais c'est là, quoi. Avant qu'on se quitte, la dernière rêve que j'avais en stock et que je gardais pour la fin, qui est un peu une évidence pour ceux qui connaissent, c'est #DRCL, qui est un manga de Shinichi Sakamoto qui a commencé à être publié l'année dernière, qui est juste une relecture de Dracula. Comme ça, on boucle la boucle. Voilà, on est reparti dans les vampires. C'est magnifique. Et il est fait pour les vampires, en fait, cet auteur, ce dessinateur. Je sais pas, on est dans un podcast, on peut pas vous montrer d'image, malheureusement, mais tapez Shinichi Sakamoto, c'est un gros malade. Et puis il y avait une super exposition dédiée à la sortie du manga l'année dernière à Angoulême. Et pour vraiment accentuer l'effet vampirique, ils avaient carrément foutu son exposition dans une église qui était sombre. Et il y avait des projections de chauves-souris sur les murs et tout, ils avaient pété un câble. Et même l'auteur était en mode mais moi au Japon, nous on n'a pas ça, quoi. On nous donne pas l'heure au Japon. Là t'arrives, t'es une rockstar, t'as ça. C'est vraiment, vraiment sympa, c'est chez Kiyun et c'est en cours de publication, il y a 4-5 tomes, n'hésitez pas si vous aimez le vampire et le manga. On va se quitter, on va se laisser là, on vous dit à dans 2 semaines
D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter, Instagram, Blue Sky. Si vous êtes vers Lyon, jeudi 8 mai, on n'oublie pas au cinéma le Zola Ghostwatch avec la team Jumpscare. Et puis voilà, on espère vous voir, et si on ne vous voit pas, on se reverra dans 2 semaines dans le podcast. Donc voilà, portez-vous bien et bonne soirée. Et faites attention aux vampires.